Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Mélissa Larivière, une de mes nutritionnistes préférées. Elle est venue nous parler d'un sujet extrêmement délicat, les troubles alimentaires chez nos adolescents. Donc, Mélissa qui aborde toujours, encore une fois, tout en douceur, tout en nuances, très intéressant. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Mélissa, bonjour! Bonjour! Merci de venir discuter avec moi aujourd'hui de ce sujet délicat, mais tellement important. Aujourd'hui, on va parler de troubles alimentaires chez les enfants. Mm-hmm. Je te laisse te présenter, puis après ça, on embarque dans le sujet. Alors, moi, je suis Mélissa Larivière, diététiste nutritionniste depuis maintenant 16 ans. Je travaille en nutrition pédiatrique depuis les 5 dernières années. J'ai parti J'aime Love Nutrition, qui est mon service de consultation. Là. C'est des consultations qui se font de façon virtuelle. Et je fais aussi partie de la merveilleuse équipe des nutritionnistes en pédiatrie avec ma collègue Cosette Gergès et d'autres collègues là aussi qui font des consultations. Et je suis aussi co-animatrice de notre balado sur l'alimentation des enfants, là, des nutritionnistes en pédiatrie. Qui est très intéressant, qui aborde vraiment tout ce qui touche à la nutrition est abordé dans ce podcast. Exactement. Puis même notre sujet d'aujourd'hui, on a fait un balado, là, un épisode l'année dernière, parce qu'à toutes les années, du 1er au 7 février, peu importe, là, ça tombe quand dans les journées, c'est toujours du 1er au 7 février. Chaque année, il y a la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Et l'année dernière, justement, on avait fait un épisode là, sur ce sujet-là. Oui, exactement. Ouais, je ne sais pas si cet épisode-là va pouvoir être diffusé à ce moment-là. Peut-être. Ah, ben peut-être. En tout cas, on regarde ça, mais sinon, il va être disponible. Exactement. Puis la semaine sert à en parler, à sensibiliser, mais en même temps, on a besoin d'en parler à l'année. Exactement. C'est ça. Commençons par le commencement. Oui. C'est quoi un trouble alimentaire? Oui. Il faut savoir, peut-être des premières choses à démystifier du trouble alimentaire, là, c'est que c'est un trouble de santé mentale. Donc, c'est un trouble qui peut s'installer de façon très, très insidieuse. Les éléments déclencheurs vont être très variables d'un individu à l'autre. Bien entendu, quand on parle de trouble alimentaire, en fait, c'est un trouble qui va altérer, en fait, les comportements alimentaires du jeune. C'est un trouble qui peut être accompagné de restrictions énergétiques. C'est un trouble qui peut être accompagné aussi de comportements compensatoires. Donc, on parle de vomissements, qu'on parle d'activité. Surentraînement. Exactement. On peut parler de surentraînement aussi. Les troubles alimentaires peuvent être, bien entendu, pas peuvent en fait, vont être diagnostiqués. Il y a des critères bien précis pour certains types de troubles alimentaires qu'on va dire spécifiques. Oui. Les plus communs, là, ceux qu'on connaît, c'est l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Donc, l'anorexie étant vraiment associée à pour les critères diagnostiques. Puis là, je suis pas l'experte des troubles alimentaires. Non, là. Mais tu en connais beaucoup. Exactement. Mais c'est ça, dans ce que je t'ai dit avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, dans le podcast sur Grandir ensemble, ce qu'on fait, c'est vraiment, on survole les sujets pour que les parents puissent être plus informés sur tous les sujets. Mais après, c'est sûr qu'on va toujours référer aux spécialistes. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'entrerai pas dans tous les critères précis de diagnostic, mais pour être je veux dire, pour avoir un diagnostic d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie boulimique, il y a vraiment des critères précis. Donc, ça peut être diagnostiqué uniquement par un médecin ou par un psychologue. C'est important, même moi, comme nutritionniste, des fois, je peux avoir des petits... des petites cloches qui sonnent dans ma tête, puis, OK, mais peut-être que ce serait bien d'aller le faire évaluer psychologue ou justement par le médecin, parce que c'est vraiment eux qui peuvent poser les diagnostics par différents critères. Mais comme je disais, l'anorexie, dans le fond, c'est une restriction calorique qui va entraîner une perte de poids ou une peur aussi excessive de prendre du poids. Qui vient, comme je disais, affecter là, les comportements alimentaires du jeune. Ensuite, on a la boulimie. Donc, on n'aura pas nécessairement la restriction aussi importante qu'en anorexie, mais on va avoir des crises alimentaires qui vont être accompagnées, justement, un jeune qui s'en va aux toilettes après les repas pour aller se faire vomir, un jeune qui va se mettre à s'entraîner de façon beaucoup plus trop intense pour exactement, son âge, là, niveau, tout d'un là, coup. oui. Là. Donc, ça aussi, il peut y avoir l'utilisation de laxatifs aussi, là, qui peut être utilisé. Ça peut aller loin, ça peut être dangereux. Là, en fait, les troubles
troubles alimentaires, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ça cause des problématiques de santé qui peuvent mener jusqu'au décès. Là. Oui. Donc, c'est des troubles de santé mentale qui sont hyper importants. Il faut en parler, mais en même temps, comme on veut les prévenir, ces troubles-là. Puis le dernier, c'est l'hyperphagie boulimique. On sait ça, là, mais c'est tellement un sujet... Ouais. Moi, c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup, mais c'est ça, j'ai comme plein de questions. Mais OK, allons-y dans l'ordre. Le dernier, là, c'est l'hyperphagie boulimique. Donc, lui, c'est la boulimie, mais je n'ai pas les comportements compensatoires. Donc, je vais avoir des crises alimentaires, des grandes quantités d'aliments qui sont consommés dans des courtes périodes de temps. Souvent, il y a un sentiment de perte de contrôle aussi qui accompagne je dis souvent, pour avoir le diagnostic, il faut qu'il y ait le sentiment de perte de contrôle. Il faut qu'il y ait une constance dans les crises aussi. Donc, c'est là que, tu sais, des fois, quand on apprend sur les troubles alimentaires, autant la personne peut-être qui est en train d'en vivre un que les gens autour, ah, ben non, c'est pas aussi pire que ça. Oui. Par contre, il y a tous les troubles alimentaires non spécifiés. Donc, ça, c'est les troubles alimentaires qui ne correspondent pas ou ne répondent pas aux critères diagnostiques du DSM. Mais DSM qui, pour ceux qui nous écoutent, c'est le manuel diagnostique en psychologie. Exactement. Pour vraiment tous les troubles de santé mentale se retrouvent dans cette édition-là, cette Bible-là. Ouais. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre jeune se retrouve qu'on puisse tous cocher une case avant d'aller justement vous faire... Avant d'agir. Exactement. Ça, c'est peut-être le point. Puis c'est là qu'on parle d'anorexie. Oui. Bien, l'anorexie, là, oui, comme je disais, dans les critères diagnostiques, on a une apparence, on a une forme de corps, mais l'anorexie ou le trouble alimentaire peut être vécu, peu importe le format du corps d'une personne. Oui. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'il y a beaucoup de personnes de troubles alimentaires qui vont passer sous le radar parce que la personne n'est pas en sous-poids. Mais elle a perdu du poids rapidement. Puis c'est là qu'avec nos jeunes, c'est hyper important de faire de la prévention parce que, tu sais, des fois, les petites cloches, comme je disais, là, qui peuvent nous... Tu sais, notre jeune, tout d'un coup, puis là, on va peut-être parler plus adolescence parce que c'est vraiment la puberté, l'adolescence, c'est le moment charnière où le trouble alimentaire peut venir s'installer. Nos jeunes sont hyper vulnérables. Si vous vous souvenez, tu sais, je veux dire, si tu te souviens de ta propre adolescence. Toutes les images qui sont envoyées sur le corps parfait, puis on est en recherche d'indépendance, on est en train de développer notre estime de nous. L'estime de soi est directement reliée à l'image corporelle. Les comparaisons à l'adolescence sont fortes. Beaucoup. Puis là, ben, des fois, tranquillement, notre jeune va peut-être commencer à adopter des comportements. Puis là, c'est là que c'est très problématique parce que c'est banalisé, voire félicité dans la société. Oui. Mon jeune qui, tout d'un coup, s'intéresse aux valeurs nutritives d'un aliment. Mange plus de dessert. Mange plus rien de sucré. Je mange plus de dessert. Tout d'un coup, justement, tu sais, j'ai envie de me mettre en forme et il commence à s'inscrire au gym. Fait que là, souvent, on voit ça comme, tu sais, je suis content, il prend sa santé en main. Oui. C'est important. Moi, comme professionnelle de la santé, puis même comme maman, là, je veux dire, mes filles auraient je me poserais des questions puis je serais inquiète. OK. Parce que ça aussi vient rapidement, d'où? là. Aussi rapidement. Parce que ça vient d'où? Mais encore là, tu sais, c'est sûr que là, nous, notre environnement à la maison est aussi un environnement où, bon, la culture des diètes, le poids, tu sais, toi, c'est ça. Il y a puis on va en parler. Une marge de plus sur beaucoup de familles. Exactement. Là, mais reste quand même qu'il y a quand même beaucoup de familles où c'est pas du tout des choses qui sont discutées, là. Tu sais, je veux dire, oui, il y en a que, tu sais, ça fait plus partie des discussions puis de la dynamique familiale, mais il y en a que c'est pas là, puis les parents vont dire, ben pourtant, tu sais, nous, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe, on n'a jamais eu ça. Tu sais, oui, on bouge, mais pas nécessairement, mais reste quand même que, puis des fois, je le vois chez de très jeunes enfants, là, des fois, des parents, là, 8 ans, le petit gars a reçu un commentaire à l'école, un commentaire, là. Il en a pas reçu 12, il a pas été... Ça a pesé sur le bouton. Ça a pesé sur le bouton, puis là, tout d'un coup, ben là, il veut s'entraîner. Puis là, le parent, il fait, ben là, tu sais, moi, je vois ça, tu sais, c'est positif, là. Il y a 8 ans, il veut s'entraîner. Posez-vous des questions. Puis allez voir, parce que, comme je l'ai dit, le trouble alimentaire, dans le fond, là, c'est comme n'importe quel autre trouble de santé. Ben, je dis n'importe quel autre. C'est pas comme n'importe quel. Mais c'est un trouble de santé mentale. C'est ça. Et moi, je le compare. Moi, j'ai une petite cocotte qui a eu une période où son anxiété est venue prendre beaucoup de place dans son quotidien. Puis là, moi-même, comme parent, je me suis sentie complètement désemparée. J'ai dit, là, il faut que j'aille chercher des outils parce que moi, je suis plus outillée pour pouvoir l'aider. Et
c'est parce que c'est le trouble, dans ce cas-ci, le trouble anxieux. Mais dans ce cas-là, c'est que le trouble alimentaire, il vient prendre la place. Votre enfant ne devient pas un trouble alimentaire. Votre enfant, il est toujours là. Mais le trouble alimentaire, c'est une petite voix dans sa tête qui va se mettre à essayer de prendre du contrôle, justement, parce qu'il y a quelque chose dans son quotidien, il y a quelque chose qui va pas bien. Donc, il faut... Puis là, le trouble, lui, il a réussi à s'insérer dans tout ça. Exactement, il s'est faufilé dans tout ça. Et la meilleure comparaison, là, c'est Marie-Michel Ricard, que je vais vous en parler tantôt parce que j'ai des livres, mais Marie-Michel, c'est la Bible, là, c'est une psychologue, psychothérapeute spécialisée dans les comportements alimentaires, puis autant chez l'adulte que chez les jeunes. Puis elle avait comparé ça, dans le fond, un trouble alimentaire, dans le fond, là, c'est comme, puis moi, je dis c'est comme des mauvaises herbes, mais c'est comme des racines. Si je l'enlève dès le début, la racine, elle n'a pas le temps de s'installer, mais plus le trouble alimentaire va s'installer, plus les racines vont être profondes et plus là, le pronostic après ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que, comme parent, d'être allumé, de pouvoir justement, puis, tu sais, à partir de quand, des fois, là, on se dit, ben là, c'est quand est-ce qu'il faut que j'aille consulter? Vous êtes l'expert de vos enfants, là. Comme je disais, moi, à un moment donné, là, ma fille, je voyais que là, c'était trop pour elle. Oui. Ben, à un moment donné, on prend le lead, puis on n'attend pas, justement, puis on fait, regarde, on va aller voir. Oui. Parce que je soupçonne qu'il y a quelque chose qui, là, ne va pas bien. Là. On va aller voir pour que tu puisses, justement, aller mieux. Puis souvent, le jeune, lui, il voit pas... Non, il sent pas bien, mais des fois, il voit pas le problème. Oui. Tu sais, je veux dire, le trouble alimentaire, c'est très, très insidieux. Puis non, j'en ai pas. Est-ce que c'est parce que... Tu sais, le trouble alimentaire, c'est relié à quelque chose qu'on est obligé de faire à tous les jours. Ben, on mange à tous les jours. Tu sais, quelqu'un qui souffre d'anxiété va éliminer la cause d'anxiété bien souvent naturellement. Va dire, non, moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ça me rend anxieux. Fait que, bon, l'anxiété est pas là. Tu sais. Mais manger... Si tu manges pas, je sais pas c'est quoi le nombre de jours que tu peux faire sans manger, mais tu survis pas longtemps, là. Non, exactement. Fait que t'as pas le choix à chaque jour de faire face. Puis tout ce qui est social tourne autour de la nourriture. On fait des soupers entre amis. On va faire un barbecue l'été. On va faire, tu sais, les fêtes, là. Bon, il y a souvent de la nourriture. Il y a souvent, tu sais, bon, ben pas souvent, tout le temps. Puis ça fait partie du plaisir de partager. Exactement. Bon, c'est vraiment quotidien dans toutes les rencontres sociales, la nourriture fait partie de la rencontre. Même dès qu'ils sont tout petits, on fait des playdates, là, on va jouer avec des amis. La collation est un moment. Fait que j'ai l'impression que ça rend les choses plus difficiles puis plus peut-être insidieuse, comme tu le dis, parce que tu l'as dit, c'est pas comme une phobie. J'ai peur des chiens, j'ai peur de l'eau, je vais l'éviter, puis à un moment donné, ben quand je vais me sentir prêt, mais manger, je peux pas, parce qu'à un moment donné, ça va avoir un impact, justement, sur la croissance. C'est la raison pour laquelle, puis tu sais, je veux dire, moi, dans mon approche, tous les conseils, toutes les stratégies que je vais toujours donner vont toujours se faire pour maintenir la relation saine avec les aliments. Peu importe c'est quoi l'aliment, ça, c'est primordial parce qu'à partir du moment où je me mets à catégoriser les aliments. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, on mange ça juste la fin de semaine. Ça, on peut pas manger ça trop souvent. Les commentaires qu'on va avoir, notre discours par rapport aux aliments, c'est justement important. Mais comme tu l'as dit, c'est très insidieux parce que ça s'installe tranquillement. C'est une préoccupation. C'est des questions. Puis oui, bien entendu, on se le cachera pas. C'est sûr que... l'image corporelle joue un gros rôle dans le développement d'un trouble de comportement alimentaire parce que ça peut devenir un déclencheur. Mais il y a quand même certains troubles alimentaires où il n'y aura pas nécessairement de composante d'image corporelle. Mais la grande majorité, quand même, ça va commencer par une préoccupation à l'égard du poids. Corporel. Exactement. Et après ça, ben, comme je disais, si on la laisse s'installer, ben là, cette insatisfaction-là va devenir éventuellement plus problématique. Comme je disais, les racines sans racines. Puis là, ça va amener des comportements de contrôle. Je me sens pas bien dans mon corps. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la meilleure façon de contrôler mon corps, c'est d'essayer de contrôler ce qui va rentrer. Puis là, c'est là que tranquillement, justement, il y a cette relation-là malsaine qui s'installe parce que on a, tu sais, la petite voix dans ma tête, le trouble alimentaire me dit que je peux contrôler mon corps. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais, comme je disais, le trouble alimentaire, c'est une petite voix. Votre jeune, il est toujours là. Mais il faut que, justement, on réussisse à ce que
c'est pour ça que moi, je le compare avec l'anxiété, parce que je me souviens que ma fille, quand on travaillait, tu sais, il parlait de petits minus puis de petits... Je me souviens plus comment il s'appelle, mais il y avait... c'était petit plus puis petit minus. Puis petit minus, dans son corps, c'était... Des fois, je lui disais, tu sais, ça, c'est petit minus qui te dit ça. l'anxiété. C'est ton anxiété qui te dit ça, mais tu le sais, c'est pas dangereux. Mais on distinguait, tu sais, ma fille n'était pas l'anxiété. C'est ça. C'est la même chose au niveau du trouble alimentaire. Puis là, je dis ma fille, mais mon garçon, la même chose, parce que les garçons peuvent aussi développer les troubles alimentaires. Là, mais de plus en plus, corrige-moi si je me trompe, mais il y a, dans les dernières années, là, tu sais, vraiment trop bien s'alimenter aussi. Oui, l'orthorexie. C'est ça qui est devenu problématique. Puis ça, beaucoup les garçons, pour avoir des muscles, pour être... C'est ça, hein? Oui, puis c'est la bigorexie pour les muscles. OK. Fait que tu sais, c'est deux choses, mais c'est la même chose. Oui, exactement. Mais ça devient aussi un trouble que dans le quotidien, la personne va éviter certaines situations. Tu le disais tantôt, hein? S'alimenter, il y a une grande composante sociale. Donc, votre jeune qui, tout d'un coup, s'isole de plus en plus, partage plus les repas avec vous. Donc, vous le voyez plus manger. Tu sais, oui, il vous dit qu'il se nourrit, là, tu sais. Ils vont toujours avoir... Oui, c'est ça, j'ai mangé à l'école. Non, j'ai mangé avant que vous reveniez de travailler. Mais tu sais, vous voyez pas d'assiette, vous voyez pas rien. Un jeune qui voit plus ses amis, donc tranquillement, qui avait une vie sociale... je veux dire, un ado qui sortait la fin de semaine, exactement. Mais là, tout d'un coup, il se fait inviter au restaurant. « Oh non, je peux pas aller à un party. Oh non. » Puis ils vont avoir des bonnes excuses parce que, comme je disais, le trouble alimentaire va amener... Parce que le jeune, pour lui, il y en a pas de problème. Là. Ouais. Non, c'est pas aussi grave que ça. Puis non. Mais comme je disais, quand, comme parent... Ou des fois, là, ça va être un professeur. Des fois, tu sais, je veux dire, n'importe qui gravite autour d'un jeune, on va remarquer certains commentaires. On va remarquer que, ce jeune-là, tout d'un coup, tu vois, il est plus à la cafétéria. Pourtant, avant, il mangeait toujours à la cafétéria. Puis là, maintenant, je le vois toujours à la bibliothèque sur l'heure du dîner. On va voir des fois les résultats scolaires, veux pas, qui vont être... Parce que l'apport alimentaire n'est pas suffisant, donc on peut pas... Mais dans l'anorexie, l'apport alimentaire ne sera pas suffisant. Mais si on parle, tous les autres troubles, tu sais, comme juste se faire vomir, on s'entend qu'après avoir vomi, t'es pas apte, même si c'est volontaire. Non, puis c'est surtout parce que façon d'être prêt à apprendre. Exactement, puis toutes tes pensées aussi vont toujours être dirigées vers ça. Donc, c'est envahissant. Très, très, très envahissant parce qu'on est toujours en train de penser, il y a combien de calories, tu sais, c'est quand le prochain repas, qu'est-ce que je vais manger, puis là, tu sais, mais c'est un besoin de contrôle. Le trouble alimentaire, il va avoir du contrôle sur quelque chose. Un peu comme quand on a vraiment envie d'aller dans notre restaurant favori puis qu'on y pense toute la journée, qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va commander, on a hâte, mais des fois, ça peut devenir envahissant. Tu sais, moi, je sais, il y en a un resto que j'ai en tête, là. Si tu me dis qu'on va là, je vais aller voir le menu, puis tu sais, toute la journée, je vais donc bien avoir hâte. Peut-être que je ne prendrai pas de collation en arrivant pour pouvoir manger mon entrée, mon repas, mais en même dessert, temps, ça reste positif. Je veux dire, c'est comme je m'en vais à une fête, j'ai hâte, je pense à comment je vais m'habiller. Une personne qui a un trouble alimentaire, c'est des pensées qui sont envahissantes, qui vont créer une détresse psychologique. Donc, c'est ça aussi là, qui est la distinction. C'est pas juste, je pense juste à ça tout le temps. C'est que ça crée une anxiété, ça crée une détresse psychologique, exactement, qui va venir affecter les activités de la vie quotidienne du jeune. Et là, c'est là qu'on veut essayer d'intervenir pour, comme je disais, éviter que les racines s'enracinent trop. Tu as nommé des choses observables. Moi, par mon parcours, j'en ai vu des gens, je suis partie là, des camps d'entraînement, j'ai vu beaucoup de... Puis, tu sais, vite comme ça, des gens qui se lèvent rapidement pour aller faire la vaisselle. T'sais, ils n'ont pas fini, ils amènent leur assiette, puis là, pendant une demi-heure, ils sont en train de ramasser la cuisine. Puis là, toi, tu es encore assis, tu n'as pas fini, mais la cuisine est toute ramassée. Des comportements comme ça, il me semble que ça sonne une cloche aussi. Là, oui, puis comme, tu sais, en effet, le côté, c'est donc bien bizarre. Pourquoi ils se lèvent tout de suite? Autre comportement que moi, j'ai déjà vu là, quand j'allais manger dans des restaurants, on coupe toute la nourriture. Fait que, tu sais, dans le fond, tu manges à côté de la personne. T'as l'air d'être en train de bouger, là. Exactement. Puis on a l'impression, mais finalement, quand tu regardes comme il faut, puis tu fais, il n'y a pas aucune bouchée qui a été prise là-dedans. Là. Tu sais, la personne est là, mais elle n'a pas mangé, là. Puis là, comme parent, c'est là que c'est important, justement,
je veux pas rentrer en confrontation non plus avec mon enfant, puis, ben non, il faut que tu manges. Ça, c'est le point, justement. Oui, c'est ça, parce que là venons-en à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que là, c'est important de comprendre que, je l'ai dit tantôt, c'est un problème de santé mentale. C'est pas que votre jeune, il veut pas manger, là. Oui. Il veut manger, là. Tu sais, à l'intérieur de lui, comme je disais, ben, là, des fois, ils vont nous dire que non, mais... Mais l'instinct de base veut manger. L'instinct de base, le corps, il a besoin et il veut manger. Mais il y a, comme je disais, le trouble alimentaire qui prend le contrôle sur ça et qui va amener plein de pensées, justement, très, très, très intrusives. Oui. Non, mange pas ça, tu sais combien il y a de calories là-dedans. Puis, c'est là, comme je disais, qu'il faut venir se faire accompagner, justement, comme parent, parce que en même temps, là, dans le traitement des troubles alimentaires, une des approches qui est étudiée depuis, je dis elle est nouvelle, mais elle est quand même étudiée depuis un certain temps. Là, encore là, je suis pas spécialisée là-dedans, mais c'est le Family-Based Treatment. OK, donc on inclut la gang. Toute la famille est inclue dans le traitement du trouble alimentaire d'un jeune. Pour accompagner le jeune. Exactement, puis pour que le parent aussi... Ah, mais c'est intéressant, ça. Vraiment, parce que le parent, des fois, tu sais, on se sent démuni, mais de comprendre que moi, je suis là, tu sais, puis que mon jeune, il fait pas ça pour me faire suer. Puis même si... Parce que nous aussi, on a besoin d'être accompagnés là-dedans, là, parce que des fois, il peut avoir pas des fois, souvent, il va y avoir un gros sentiment de culpabilité. C'est-tu ma faute? Oui. Comment ça se fait que ça s'est installé? Comme toutes les... Tu l'as vécu avec l'anxiété. Moi aussi, je l'ai vécu chez nous avec l'anxiété. Ben là, tu dis, c'est-tu de ma faute? On a-tu fait quelque chose que... Mais non. Tu sais, je veux dire, c'est pas le parent, même si peut-être qu'on a eu... Même si la culture des diètes est très, très présente à la maison. Il y a cet enjeu-là qui vient ajouter beaucoup de culpabilité aussi parce que, tu sais, remontons à il y a 20 ans, on n'en parlait pas de la culture des diètes, mais on était dedans. On était 100 000 à l'heure, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle ma grand-mère qui prenait des pilules miracles, des affaires. Tu sais, il y avait... La culture était là. C'était installé, c'était là. Mais nous, ben, on est les adultes qui ont grandi dans cette culture-là. Fait puis elle est encore là. Elle a changé de nom. C'est ça. Mais on la nomme au moins. Oui, maintenant, on la nomme, mais c'est parce que c'est là que je disais que c'est très insidieux parce que maintenant, oh non, je fais pas de diète, là, mais tu sais, nous, il n'y a pas ces aliments-là à la maison. Puis là, nous, moi, mes enfants, ils mangent pas de ça. Puis, tu sais, là, encore une fois, puis c'est là que je le dis, on veut pas culpabiliser les parents, mais comme facteur protecteur, on veut un environnement familial où la diversité corporelle va être célébrée, va être normalisée. Oui. Donc, le format de ton corps là, ne fait pas qui tu es. Oui. On va venir valoriser notre enfant de façon autre que par son corps. Là, ça veut pas dire j'ai pas le droit de dire qu'il est beau ou qu'il est belle quand il sort sa belle robe ou son beau saut de Noël. Oui. J'ai le droit. Mais je vais aussi venir souligner tous les autres traits et toutes les... pour que, justement, ils se bâtissent une estime de soi qui va être diversifiée, qui ne sera pas uniquement basée sur son image corporelle, sur son apparence physique. Si vous êtes capable, débarrassez-vous de la balance. Oui. C'est super important parce que souvent, les parents vont dire non, mais tu sais, ils l'utilisent pas, là, mais tu sais, peut-être qu'il me va faire... Oui, peut-être qu'ils vous voient faire. Puis à un moment donné, les enfants, ils lisent. Là. Fait que les enfants, ils sont pas fous. Puis à un moment donné, ils réalisent que maman, aujourd'hui, elle est plus de bonne humeur. Maman... Puis j'ai remarqué qu'elle avait un sourire. Puis j'ai remarqué que l'autre temps, après ça, elle était comme plus fâchée. Ou... Puis je dis, maman, ça peut être papa aussi. Mais c'est surtout parce que c'est comme si je viens accorder une importance à cet outil-là qui ne devrait pas. Si vous, comme parent, vous n'êtes pas prêt à vous en débarrasser, assurez-vous qu'elle est cachée puis que votre enfant n'a aucune... connaissance de où elle est, cette balance-là. Parce que des fois, là, les parents vont dire « non, elle est en dessous de mon lit, elle ne voit pas. » Ouais, mais votre enfant, puis surtout votre ado, là, il sait qu'elle est là. Puis à un moment donné, ça peut venir, le fait de se peser, vient nourrir son trouble alimentaire, vient donner de l'importance à son trouble alimentaire parce que là, tout d'un coup, il va embarquer sa balance. Oups, il y a une livre de plus. Puis là, le trouble alimentaire, tu vois, je te l'avais dit, il fallait pas que tu le manges, ça. Il va falloir que tu fasses encore plus d'efforts pour pas le manger. Je nourris le trouble alimentaire. Assurez-vous que votre enfant est confortable dans ses vêtements. D'un point de vue de l'image corporelle, c'est un autre point qui est... Tu sais, nos enfants grandissent. Moi, je trouve qu'ils grandissent beaucoup trop vite. Colin, souvent, là, tu fais « voyons, j'ai acheté ça, ça fait pas si longtemps que ça. » Puis ça te fait plus déjà. Ou des fois, encore une fois, comme parent, ben non, tu peux pas mettre ça, voyons donc, c'est bien trop petit.
Même moi, des fois, je le fais, là. Oui, ben oui. Puis je le dis, puis je suis comme, ben non, voyons, tu peux pas mettre... Puis là, ma fille me l'a remis d'en face à un moment donné, puis elle dit, maman, tu nous as dit que c'est nous qui savions comment on se sent dans notre corps, puis moi, je suis bien. Je suis bien là-dedans. OK, c'est correct. Ouais, fait que, tu sais, oui, ça prend un gros lâcher-prise, mais là, quand on voit ça, on fait, OK, attends un peu, je vais faire du ménage dans les vêtements, parce que là, puis c'est pas juste une question de je veux pas qu'elle se fasse niaiser, ou, tu sais, c'est juste une question de, OK, bien. Parce qu'à un moment donné, puis je veux dire, nous-mêmes comme adultes, qu'est-ce qui va entretenir une préoccupation à l'égard du corps? C'est quand on sent... Tu sais, je veux dire, si je me sens jamais bien dans mes pantalons, ça me ramène toujours au fait que mon corps n'est pas valide, mon corps ne correspond pas, tu sais, à ce qu'il devrait. Mon ventre est trop gros. Exactement. Ça me rappelle tout le temps. C'est pas les pantalons qui sont trop petits, c'est toujours le ventre qui est trop gros. Exactement, alors que c'est le pantalon qui est le problème. Tu sais. Mais ça entretient, ça nourrit le trouble alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Connectez-vous avec votre jeune aussi. Assoyez-vous, puis vous pouvez regarder, comme je disais à l'adolescence, quand ils ont les réseaux sociaux, ça peut être intéressant d'être curieux de ce à quoi ils sont. Pas d'être en confrontation, justement, puis non, ça, tu regarderas pas ça, puis je vais être curieux. Puis on peut venir demander. Exactement. Puis des fois, on va voir des images. Oh oui, mon Dieu, hein, toi, tu te sens comment quand tu vois ça? Tu sais, parce que puis là, on peut parler de notre propre... Tu sais, tu vois, moi, là, je vois ça, puis... Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Puis j'ai l'impression... Puis on peut revenir aussi au fait que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Oui. Tu sais, ça se peut que ça a peut-être pris 62 photos avant de pouvoir avoir l'air de tout ça. Puis, tu sais, tu penses... Tu sais, fait qu'il y a tout ce côté-là aussi. On veut rester à l'écoute, on veut rester présent pour nos jeunes, mais c'est pas en s'assoyant un samedi après-midi avec mon jeune dans le salon puis en ayant un talk sur les troubles alimentaires qu'on va le sensibiliser. Non, c'est ça, exactement. Ça. Mais il y a des émissions de télévision, des fois, où ça va être abordé. Où là, des fois, ça peut amener des beaux discours. Puis comme je disais, si on a des préoccupations, on peut venir s'asseoir justement avec notre jeune, être très transparent aussi, puis lui dire, écoute, je sens que tu vas pas bien. J'aimerais ça comprendre exactement pourquoi tu vas pas bien. Est-ce que tu as envie qu'on en parle? Est-ce que tu as envie qu'on aille en parler? Avec un professionnel parce que, tu sais, justement, on le voit, là, que Puis, comme je disais, c'est que ça va affecter éventuellement. Ça affecte les résultats scolaires, ça affecte l'état psychologique, l'état mental de nos jeunes. Ils vont s'isoler. Tu sais, ils sont pas bien, là. Les performances sportives aussi, là, si on pense aux jeunes qui font beaucoup de sport, puis tout d'un coup, tu sais, les performances arrêtent d'être là. Le jeune n'est plus capable de finir ses entraînements, plus capable de passer au travers de sa compétition aussi. Tu sais, ça a un gros impact exactement. Parce que là, l'estime de soi est rendue, tu sais, c'est une roue qui tourne, là. Ah ben oui, puis c'est justement un cercle qui fait que le trouble alimentaire entretient les comportements malsains, puis les comportements malsains, tu sais, nourrissent le trouble alimentaire. Fait qu'à un moment donné, il faut réussir à le briser, ce cycle-là, puis plus rapidement, vous allez être justement à l'affût, parce que là, je le disais tantôt, je veux dire, le trouble alimentaire, il y a plein de facteurs. Il y a une composante génétique. Si vous-même, comme parent, vous avez souffert de troubles alimentaires, bien, vos enfants sont plus à risque d'en avoir. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont en avoir? Non. Mais ça veut dire qu'eux, peut-être qu'une insatisfaction corporelle peut éventuellement déclencher un trouble alimentaire chez un autre jeune qui n'aurait pas nécessairement la composante génétique, ben lui, ça va rester en insatisfaction, puis justement que j'aurais pas nécessairement le trouble qui va se développer. Dans les traits de personnalité aussi, on voit, puis là tu parlais du sport, mais on voit les jeunes justement qui ont des tendances perfectionnistes. Oui, anxieuses aussi. Oui, exactement, là, obsessif-compulsif aussi. Donc, eux sont beaucoup plus à risque aussi d'avoir, parce que dans le perfectionnisme, j'ai tout le côté de sentiment, de besoin de contrôle qui est là, nos anxieux de performance, là, donc, tu sais, justement, fait qu'à un moment donné, ça aussi, ça peut laisser de la place à ce qu'éventuellement un trouble alimentaire s'installe. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut, comme je disais, comme parent, je pourrais pas le traiter, mais est-ce que je peux essayer, puis est-ce que je vais empêcher nécessairement qu'il s'installe? Peut-être pas, mais si dès les premiers mauvaises herbes, je peux justement être capable de reconnaître puis essayer de l'outiller dès maintenant, ben disons que c'est beaucoup plus facile après ça que ça reste une histoire de quelques mois plutôt que, comme je disais, que les racines deviennent très, très, très solides, puis là, ça devient très...
c'est tout à fait possible de s'en rétablir. Ça, c'est super important de le dire aussi, là, un coup qu'on a ça puis que ça s'installe. C'est juste que ça amène une détresse qui est beaucoup plus longue puis qui peut avoir plus d'impact, autant sur la santé physique que la santé mentale là, du jeune puis de la famille aussi, veut pas. Là, tout l'entourage. Exactement. Là, ça affecte vraiment toute la vie familiale. Puis, tantôt, tu as dit, tu sais, c'est juste un médecin ou un psychologue qui peut diagnostiquer ça. Mais toi, comme nutritionniste, qu'est-ce que tu peux apporter à ces familles-là? Tu sais, j'imagine que qu'il y ait un trouble diagnostiqué ou pas, tu peux agir comme nutritionniste. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Qu'est-ce que tu peux apporter dans cette dynamique-là? Bien, nous, en fait, c'est qu'on va venir rétablir, comme je disais, l'environnement sain au niveau de l'alimentation. Fait que là, c'est sûr qu'on peut, avec le parent, là, parce que comme je disais, moi, je travaille principalement avec les parents. Oui, avec les adolescents, quand ils ont en haut de 12 ans, là, on les implique parce que j'imagine qu'il y a des nutritionnistes aussi qui vont agir une fois que le trouble est là, qui est grave, que ça va... Oui, c'est pas du tout exactement. C'est sûr que quand il y a un diagnostic de trouble alimentaire, moi, je les vois pas. Non, c'est ça, mais il y a des nutritionnistes, j'imagine, spécialisés. Oui, exactement. Puis souvent, ils vont être dans des équipes multi avec psychologue parce que ça va de pair. On l'a dit tantôt, principalement, c'est un trouble de santé mentale, mais la nutritionniste, elle est là pour venir démystifier peut-être certains mythes au niveau de l'alimentation. On peut venir expliquer aussi peut-être les dangers, expliquer c'est quoi un trouble alimentaire, expliquer les dangers du trouble alimentaire. Fait que des fois, de faire un petit peu peur, il y a certains jeunes que des fois, là, déjà, ça peut, comme je disais, quand le trouble n'est pas installé, un peu la il peut faire « Oh, OK, attends un peu. » Exactement. Ça. Des fois, justement, faire « OK, non, on voit qu'il y a une préoccupation, oui, à l'égard du poids, à l'égard de la nourriture. » Puis comme je disais, nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment venir voir la dynamique familiale. Fait que ça, toi, tu peux agir là-dessus dès le départ. Exactement ce que je vous ai dit. Là, débarrassez-vous de la balance. Les commentaires à l'égard du poids, de l'apparence des gens à la maison, c'est un gros non. Puis même quand on écoute la télé, là, mon Dieu, ses cheveux... Non. Gardez-les dans votre tête, OK? C'est pas important. Vous aimez pas comment elle est habillée, vous aimez pas sa nouvelle coupe de cheveux, c'est pas grave. On peut pas le savoir. Parce que plus vous faites ce type de commentaires-là, c'est pas adressé à mon jeune, c'est pas adressé à mon conjoint, là, c'est adressé à quelqu'un, c'est que ça met de l'avant le fait que l'apparence d'une personne, c'est important. Puis que ça a un impact sur comment je vais juger ou comment, tu sais, sur la valeur de cette personne-là. Puis le jeune, bien, ça, à un moment donné, je veux dire, il va le comprendre, là. Fait que les commentaires sur l'apparence, sur le corps, sur la couleur des cheveux, vous pouvez penser, là, tu sais, là, je l'enlèverai pas, cette pensée-là. Là. Je vous demande pas de changer. Non, c'est là. C'est plus difficile, ça. Vous avez le droit, si vous voulez juger dans votre tête, mais gardez-le dans votre tête pour le bien de vos enfants. Je parlais de la balance. Je parlais justement du discours par rapport aux aliments. C'est super important, de la neutralité alimentaire. Tous les aliments font partie d'une bonne alimentation, d'une alimentation, en fait, de toute façon bonne. C'est très variable selon la réalité de chaque famille, là. Mais tous les aliments sont là. Si votre enfant, tranquillement, commence à demander certains aliments que vous dites « Non, moi, ça rentrera jamais chez nous », dites-vous, justement, des fois, « Bien, je vais l'acheter ». Parce que là, je veux tu sais, je vois qu'il y a un intérêt. Je veux qu'il développe une relation saine aussi avec... Puis je travaille sur la relation, pas sur les éléments nutritifs. Là, c'est pas parce que là, il mange des Chocomax qu'il va en manger tout le reste de sa vie. Mais là, il a envie de les découvrir. Ben, comme s'il me demandait d'acheter du melon d'eau, je vais aussi lui offrir l'occasion. Toujours dans les limites que, tu sais, comme je disais tantôt. Pas 15 barres de chocolat. Non, là, on achète une, puis c'est tout. Après, c'est ça, mais c'est juste toujours faire attention à notre discours de « Ah ben non, on peut pas manger ça, il y a trop de sucre. » Si nous-mêmes, tu sais, des fois, les parents ils disent « Non, mais tu sais, moi, tu sais, je surveille ce que je mange, mais mes enfants, eux, ils peuvent manger ce que... » Mais ils vous voient surveiller. Tu sais, je veux dire, tu l'as dit tantôt, ma grand-mère. Moi, je me souviens de ma mère quand elle faisait... c'était de la bouillie. Je pense que c'était le Weight Watchers ou Mince à vie dans ce temps-là, mais je me souviens que c'était dans un papier d'aluminium, c'était du poisson blanc. Le pire, c'est que c'était peut-être pas si mauvais que ça. C'était peut-être bon, mais... j'ai pas été tant traumatisée, je veux dire, traumatisée de ça, mais je me souviens que ma mère, elle a mangé ça et que nous, on mangeait... puis, comme je le disais tantôt, ces comportements-là sont souvent normalisés et félicités. Nous, on fait attention. Tu sais, nous, on veut pas manger trop de sucre. Non, nous, la restauration rapide, on mange pas ça. Nous,
quand vous dites ça, tu sais, dans le fond, là, il n'y a pas de neutralité. Je l'ai dit tantôt. C'est pas en diabolisant les aliments qui sont, peut-être que d'un point de vue nutritionnel, c'est pas les plus intéressants, mais Colin, que mon Oreo dans mon verre de lait, il est bon. Tu sais, puis là, c'est plus l'aspect nutritionnel, c'est l'aspect plaisir de manger. Psychologique, de manger quelque chose de bon, c'est assez le fun. Donc, ce discours-là, d'avoir justement cet environnement-là dans lequel l'enfant va grandir, déjà, je viens le protéger un petit peu plus de tout ça. C'est des facteurs de protection. Exactement. Pour vraiment, culture des diètes, exit de la maison, là, on veut le moins possible. Puis comme je disais, quand le corps commence à changer, parce que veut pas, la puberté emmène ça, accompagner notre jeune aussi, poser des questions, tu te sens comment, tu sais, t'es plus grand que tes amis ou t'es plus petit que tes amis, l'accompagner justement là-dedans parce que ça va commencer comme ça. C'est une petite préoccupation à l'égard de la différence de son corps qui peut faire qu'à un moment donné, il se sent pas bien là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec son corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Le corps n'est pas un problème à régler. Puis on le sait avec la science est là. Il y a aucun, surtout pour les adultes, la diète, la restriction calorique, ce n'est pas un moyen. Ça ne fonctionne pas. Et chez les jeunes, c'est encore plus dangereux parce que ils sont en pleine croissance. Fait qu'eux, là, ne sont pas supposés de maintenir leur poids, sont supposés toujours en prendre. Fait qu'un enfant qui va en perdre, là, moi, peu importe d'où il est parti, là, moi, ça m'inquiète. Il n'est pas supposé d'en perdre. Il est en pleine croissance. Un enfant qui est malade, là, on l'a vécu dans les derniers mois, là, il y a eu beaucoup d'enfants malades. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu 2-3 livres. Mais 2-3 livres, quand l'enfant pèse 40-50, c'est immense. Là. Exactement. Mais c'est inquiétant parce que tu le sais qu'il a été malade. C'est ça. Mais c'est ça. Mais il a été malade, donc il y a une raison. C'est ça, il y a une raison, mais c'est pas normal que ça arrive parce que ça veut dire qu'il était pas bien. Puis le corps, il va se réadapter. Exactement. Puis en temps normal, c'est pour ça que je le disais tantôt, j'ai pas de balance à la maison. Encore là, pour les plus petits, on en a une parce que, la prise de médicaments, c'est ça. On n'a pas le choix. Là, je veux dire, c'est pas comme un adulte où, écoute, j'ai besoin d'un poids de l'enfant, là. Mais le poids de l'enfant va être souvent pris chez le professionnel. Donc, vous avez un professionnel de la santé qui va être là pour interpréter cette mesure-là, c'est un point qui est super important. Puis si je le fais à la maison, comme je disais, si vous l'avez pris voilà un mois, puis faites, oh mon Dieu, il a perdu 2 livres. OK. Comme je disais, qu'est-ce qui s'est... il a été malade, il a pris antibio. Exactement. Tu sais, en temps normal, on va le prendre une fois par année au suivi médical, puis là, on va voir. Fait que, tu sais, là, c'est là que des fois, je dis aux parents, là, lâchez la balance, parce que s'il y a une préoccupation à l'égard du poids de votre enfant, puis ça, c'est un facteur de risque, parce que le parent va se mettre à vouloir prendre le contrôle du quoi et du... pas du quoi, mais du quoi d'une certaine façon, parce que peut-être certains aliments qui vont être moins présentés, mais surtout du combien. Parce que là, on se dit, là, mon enfant, il n'est pas capable de gérer. Fait que là, puis si moi, comme parent, je prends le contrôle, la science est super claire, là, je risque de faire... déréguler la prise de poids normale que l'enfant... ce que la nature a déterminé pour mon enfant. Je le sais que ça peut être insécurisant. Moi, je l'ai vécu, là, mes filles ont pleine puberté, puis puberté plus tôt, là, pas précoce, là, mais vraiment plus tôt. Puis ça s'est passé en plein milieu de la pandémie. Puis là, tu les vois, puis tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ils se mettent à manger plus. Là, tu vois que tranquillement, le corps, il change. Les formes apparaissent. Puis là, moi... OK, là, je me suis mis peut-être, je vérifiais un petit peu leur poids un peu plus souvent, puis à un moment donné, je fais, OK, là, c'est assez. La balance, là, elle sort de la maison, puis parce que là, moi, ça me créait vraiment une grosse insécurité. Moi, j'allais pas bien. Puis j'étais, tu sais, je veux dire, je suis nutritionniste. C'est ça, je savais que ce que je faisais était pas, j'avais, tu sais, je me disais, pas optimal. Oui, non, pas que c'était pas optimal. On n'avait rien changé. Oui, c'était la pandémie, là, mais je veux dire, on n'avait rien changé dans nos habitudes de vie, là. Fait que là, c'est, OK, attends un peu, faut-tu que je prenne justement plus. Puis là, je réalisais que là, ça avait un impact sur les comportements, les commentaires à l'heure des repas. Je surveillais. Là, à un moment donné, c'est OK, attends un peu, là. Puis, mais ultimement, ça venait de ma préoccupation à l'égard de leur croissance. Puis là, les années passent, puis là, tu fais OK, je vois que le corps continue. Ils sont en plein changement. Fait que nous-mêmes, ça peut nous inquiéter. Imaginez votre enfant qui est en train de vivre ces changements-là. Qui a déjà beaucoup à gérer. Beaucoup de choses à gérer pendant l'adolescence. On est en pleine quête d'identité. Puis, veut pas, je veux dire, le corps fait partie de l'identité du jeune, mais on veut juste pas que ce soit, comme je disais, la seule composante. Et c'est pour ça que si dès qu'ils sont plus petits, puis si jamais ça n'a pas été fait, il n'est jamais trop tard non plus. Il n'est pas trop tard. Non, on peut quand même
venir bien faire pour essayer d'ajouter de la protection. Je peux pas le mettre dans des bulles, mais si je peux tranquillement éviter que les préoccupations, justement, s'installent un petit peu trop profondément, c'est sûr que ça va être très aidant. C'est vraiment intéressant tout ça. Là, je vois que tu as amené des livres. Parle-nous-en parce que tu as une bonne pile. On va regarder ce que tu as amené. En fait, là, si vous voulez vraiment démystifier tout ce qui est troubles alimentaires, moi, ça, c'est mon gros coup de cœur. Okay. C'est Clara. C'est un livre aux éditions Midi 30. Donc, c'est vraiment un livre qui va venir... en fait, c'est un peu comme un roman parce que c'est l'histoire de Clara qui vit un trouble alimentaire, mais qui, justement, non, je suis pas malade. Puis là, mes parents m'ont emmené voir le médecin. Puis moi, je veux pas aller voir le médecin. Mais ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est que c'est un livre aussi qui est positif. C'est un livre de rétablissement. Donc, Clara, justement, elle s'en sort. Elle embarque dans le processus. Elle embarque exactement dans le processus, mais on explique vraiment bien. C'est fait, oui, pour faire lire aux ados, les amis aussi, tu sais, je veux dire, les frères, les sœurs, mais nous, comme parents, de lire ça, ça nous montre un petit peu, tu sais, quand je disais le trouble alimentaire, c'est dans la tête, là, si je veux dire ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête? Exactement. Votre gène, il est encore là, mais il y a des fois, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Puis il y a des fois où, justement, il faut se dire, là, c'est le trouble alimentaire qui parle. C'est pas ma fille, c'est pas mon garçon, c'est son trouble alimentaire. Donc, d'être capable de distinguer ça, de rester présent. Mais pour vrai, là, moi, je le... Puis en plus, ça se lit super bien, là. C'est vraiment un bel outil. Mais c'est écrit pour que les ados c'est écrit pour les jeunes. Oui, exactement. Là, c'est super bien écrit. Puis on démystifie, on explique c'est quoi l'anorexie, c'est quoi les dangers. Tu sais, que si ça s'installe, voici. Mais tu sais, comme je disais, là, vraiment, c'est vraiment un très, très beau livre. Je vous ai parlé de Marie-Michel. Oui. Fait que là, les autres, c'est toutes Marie-Michel. OK. Marie-Michel a écrit un livre aussi dans la même collection aux éditions Midi 30. Donc ça, c'est Romy. Aussi écrit pour les ados. Mais on a tous encore l'ado à l'intérieur de nous. Donc, pour les parents, on lit aussi. Donc, ici, c'est pour comme apprendre... parents, là, parenthèse, mais la littérature jeunesse pour les parents, c'est tellement. C'est la vie, là, parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils vivent, là. Fait que ça, c'est merveilleux. Et ici, dans le fond, c'est comment apprendre à accepter son corps. Donc, ça, quand on parlait de facteurs de protection, ça fait partie des facteurs de protection de venir valoriser, diversifier, de venir répéter à votre enfant, peu importe son format corporel, que son corps ne sera jamais un problème à régler, peu importe ce que les gens peuvent avoir dit, peu importe ce que le médecin peut avoir dit, c'est hyper important. Donc, encore là, super bien écrit, ça donne des petits exercices à faire aussi. Et pour les parents, donc, de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. Puis, je dis que c'est pour les parents parce que, bon, c'est vraiment pour développer une relation plus positive avec notre corps, mais on va parler un peu aussi de tout avec les jeunes. Je vous l'ai dit, Marie-Michel, c'est la spécialiste, là. Fait que, tu sais, tous les livres, puis elle a écrit des livres en français parce qu'il n'en existait pas. Tu sais, la plupart de la littérature, on lit beaucoup, beaucoup en anglais. La littérature en français, sur tout ce qui est alimentation intuitive, acceptation du corps, il y en a moins. Mais ça, encore une fois, pour le parent, c'est un autre facteur de protection là, quand on parle pour les troubles alimentaires. Et les dernières collections, ça, c'est pour les plus jeunes. Donc, les histoires pour grandir. Donc, j'ai Lou aime le dessert pour développer une relation saine avec les aliments. J'ai Emma n'aime pas les moqueries. Moi, c'est un livre que je suggère régulièrement, beaucoup pour les parents je dis parents, mais je le suggère souvent aux enseignants du primaire parce qu'on parle de l'intimidation par rapport au poids. Puis c'est très, 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 je le disais tantôt, moi, des histoires, des fois, là, que je finissais mes consultations, puis je me disais, ça n'a pas de sens. Parce que, comme je disais, des fois, c'est un commentaire qui va amener vraiment des comportements problématiques. Donc, c'est des romans, c'est des histoires. Fait qu'on a l'histoire d'Emma qui est victime d'intimidation. Puis après ça, j'ai Olivier qui veut devenir une super machine. Tu sais, on parlait des jeunes, les muscles. Ben, c'est l'histoire d'Olivier, justement, qui se déguise en super-héros. Il s'en va devant son miroir, puis il fait... You. Mon Dieu, il est où Iron Man? Ils sont où les muscles? Fait que là, tout d'un coup, exactement. Mais tout d'un coup, il se renferme sur lui-même. Il veut plus aller jouer dehors. Et tu sais, donc ça affecte. Ce qui est le fun dans les livres de Marie-Michel, dans le fond, c'est que c'est écrit sous forme d'histoire, mais j'ai toujours des petites bulles pour amener la discussion avec l'enfant. Mais tu sais, quand je disais que c'est un bel outil aussi en classe, parce que là, d'en discuter en groupe, et à la fin, il y a toujours une section aussi... Tout pour le volet éthique là, en classe, c'est merveilleux. Exactement. Et il y a toute la partie... On propose des exercices à la fin aussi. Fait que moi, je trouve que pour les enseignants, c'est vraiment des beaux outils. Intéressant. Tu sais, moi, j'ai une
une amie enseignante, puis des fois, je lui racontais des histoires, puis elle dit, ouais, mais tu sais, à un moment donné, on peut pas toujours intervenir quand il y en a un qui a traité. Puis là, je dis, je comprends. Puis je dis, tu sais, je le sais, là, qu'individuellement, je le sais que vous en avez plein, puis tu sais, c'est pas ce qu'on vous demande, mais c'est là que souvent, moi, je dis, tu sais, ça, comme tu disais, dans un des cours, ça peut être une discussion super intéressante qui vient sensibiliser autant le jeune qui peut vivre que l'autre qui peut être l'intimidateur ou celui qui fait les comportements, les commentaires qui, peut-être que, comme je disais, c'est juste une façon de, comme tous les autres petits commentaires, là, mais c'est vraiment une belle collection de livres à lire avec vos enfants. Puis moi, j'aime bien tu sais, c'est pour les 6 à 12 ans, ça peut valoir la peine de les lire à différents moments parce que des fois, on va le lire puis on fait « Ah, OK, tout va bien. » Parce que, tu sais, exemple dans Emma, « Ah, est-ce que toi, tu as déjà reçu des commentaires pour ça? Est-ce que toi, tu sais, comment t'aurais... » Puis là, tu sais, on voit « OK, ça va bien, tu sais, je vois que mon enfant... » Puis là, peut-être que je vais le relire 1 an plus tard. Puis là, tout d'un coup, ça va être le moment où là, ben justement, l'autre fois, il est arrivé ça. Ça peut être une belle occasion pour le jeune de s'ouvrir puis de savoir justement qu'il y a cette opportunité-là, qu'il y a cette occasion-là à la maison pour pouvoir pas garder ça en dedans. Donc, c'est vraiment des belles ressources. Oui, exactement. Mais comme je disais, si on revient vraiment à troubles alimentaires, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment... Mais là, c'est éditions Midi 30. Sont toutes au Midi 30. C'est ça, sont toutes chez Midi 30. Sauf Marie-Michel, là, ici, que c'est les éditions... Oui, exactement. OK. Hey, super! Bien, Mélissa, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Puis j'espère que les parents vont sortir un peu plus outillés aussi, un peu plus connaissants de ces situations-là de troubles alimentaires. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci.